Bonjour tout le monde, bienvenue à Tête à Tête. Mon invité spécial aujourd'hui, Jenny Hippocrate. Merci d'être là, Jenny. Merci à toi de m'inviter. Alors, bienvenue Jenny. Peux-tu expliquer aux auditeurs qui est Jenny Hippocrate? Quel est ton rôle avec la drépanocytose de l'anémie falciforme? On va commencer par là. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jenny Hippocrate. Je suis originaire de la Martinique. D'accord? Je viens de loin. Et donc, je suis présidente de l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose France Internationale. Je suis aussi responsable de l'OILD dans la Caraïbe, Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose, et d'une fédération qui est basée en Grèce qui s'appelle EOA, European Organization for Anemia, dont je suis la responsable France. Donc de formation, je suis psychologue, je suis auteur-compositeur, je suis aussi écrivaine. Voilà. Beaucoup de chapeaux, hein? Et puis au niveau de la drépanocytose, je suis directrice de mémoire, co-jury pour mémoire et hypothèse. Et évidemment, je suis une ambassadrice de la lutte contre la maladie. Et pourquoi la drépanocytose, tu m'as demandé? Eh bien, c'est une histoire, une longue histoire. Il y a 32 ans, la froideur, je dirais, paradoxalement, la brutalité de l'annonce diagnostique de la maladie de mon enfant a fait de moi, dans un premier temps, une loque, parce qu'en fait, au téléphone, une voix me dit bonjour, votre fils, on vous appelle pour vous dire que votre fils est atteint de la forme la plus grave de la drépanocytose, il est SS. Alors moi, je lui dis... Ça, c'est en France ou C'est en France, voilà. Et je lui dis, mais c'est quoi la drépanocytose? Parce que j'avais vaguement entendu parler de ça dans ma famille. Ma sœur aînée avait un fils atteint de la maladie, mais elle nous avait parlé des problèmes de globules rouges et de globules blancs. Et comme elle était une femme battue, elle nous a dit c'est à cause de ça qu'elle a fait un enfant qui a des problèmes de sang. Donc on n'a jamais cherché autre chose, on ne savait pas que c'était héréditaire, etc. Et quand cette voix m'a dit que mon enfant... Alors je lui pose la question, je lui dis oui, mais... c'est quoi la drépanocytose? Et elle me dit, il ne faut pas l'aimer, il faut pas lui donner trop d'affection, il va mourir avant l'âge de 5 ans. Oh, wow. Par téléphone. Qui vous a dit ça? On n'a jamais su si c'était un médecin, l'infirmière ou la responsable du centre de la drépanocytose à l'hôpital Robert Debré à Paris. Okay. Mais en tout cas, c'est eux, la dame, elle m'a dit, on est en fait l'hôpital Robert Debré à Paris. Okay. Et... franchement, c'est vraiment froid. Ouais. On vous donne un diagnostic au téléphone sans... C'est vraiment très froid, très abrupt. Très abrupt. En fait, ça a été une onde de choc. Mais je peux te dire un truc, j'étais pulvérisée. L'onde de choc, c'est comme si une planète tombait sur la Terre. L'onde de choc m'a pulvérisée. Et je dis, mon corps est parti en éclats, un petit morceau. Et je suis tombée dans les abysses au plus profond. Je dis même que j'ai touché la fosse de Marianne, plus profonde de l'océan. Et arrivé là-bas, peut-être quelqu'un ou quelque chose n'a pas voulu de moi. Je suis remontée, j'ai touché, je dirais, les dernières galaxies. Et je suis revenue sur Terre. Et à partir de là, je dis, waouh, cette femme est en train de me dire que mon troisième fils, parce que c'était le troisième, il va mourir. Et j'ai vu la drépanocytose faire des dégâts sur mon neveu. Donc je ne pourrais pas tenir. Donc je dis, bon, je vais me jeter par la fenêtre. Cette fois-ci, définitivement. J'habitais au 6e étage. Mon fils dormait dans le berceau. Je m'approche du lit, du berceau, et je dis, je vais le prendre dans mes bras et je vais sauter. Il dormait. Oh, wow. Oui. Et je me suis approchée, il a ouvert les yeux, il m'a regardé, il a affiché son plus beau sourire, et j'ai décrypté, je suis le grand combat de ta vie. Wow. Voilà.
Et à partir de là, parce que ce que j'ai oublié de te dire, c'est qu'en même temps, quand ma soeur nous avait expliqué la maladie, j'ai dit peut-être que c'était génétique, j'avais demandé l'électrophorèse de l'hémoglobine. Ils lui ont fait 4 fois. Et ça revenait négatif. On me disait, il est porteur sain. Et donc, en fait, Taylor, il est né dans le coma. Rien à voir avec sa drépanocytose. Avant terme. Donc, il a été transfusé. On présume qu'il a été couvert par l'hémoglobine du donneur, immunisé par l'hémoglobine. C'est pour ça que ça faisait de lui une personne AS et non une personne SS. Et ce jour-là, quand j'ai redemandé une 5e fois, c'est parce que j'étais partie à Martinique et ma mère me disait, il a les pieds gonflés, il pleure tout le temps, il a un problème, ton fils. Et j'ai commencé à faire un petit peu de recherche. Mais la doctoresse m'a dit, si vous continuez comme ça, je vais vous envoyer vers un psychiatre parce que vous nous faites un syndrome post-traumatique. Vous êtes, à cause de l'accouchement, la césarienne, vous n'êtes pas bien. Et quand elle m'a dit ça, elle m'a un peu rassurée en me disant que mon fils n'est pas mal, mais j'avais ça au coin de ma tête. Et quand j'ai entendu ça, ben, le ciel venait de me tomber sur la tête. J'ai dit, je vais me jeter par la fenêtre. Et quand il avait quel âge quand ça, il avait 9 mois. 9 mois. Mais on lui a fait dès la naissance, en fait. Il était transfusé tout de suite puisqu'il est né dans le coma. Donc on lui avait fait l'électrophorèse à la naissance. Quand vous dites qu'il est né dans le coma, ça veut dire quand il est né, est-ce qu'il il respirait, il était mort-né. Il était mort-né avec une césarienne mal passée. Donc quand on l'a extrait, il ne respirait plus. Donc on l'a réanimé. Quand on a essayé de trouver un petit souffle, il était en soins intensifs, en réanimation. Et après, il était en néonatologie. Et c'est là le problème parce qu'ils ont oublié de remonter le dossier de la transfusion en France, en néonatologie. Et donc, il était considéré comme une personne porteuse de la maladie. Voilà. Et c'était dur. Comment ça a été pour vous avoir un enfant qui souffre de la maladie, la drépanocytose ou l'anémie falciforme pour les Canadiens? C'était comment élever l'enfant, l'enfance jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte? Ça a été quoi votre parcours? Le problème, parce qu'il faut que je continue l'histoire. Quand j'ai appelé mon mari pour lui dire que notre fils était malade, eh ben c'est lui qui est tombé dans le déni. Il m'a dit non, ils se sont trompés cette fois-ci, puisqu'ils t'ont dit 4 fois qu'il n'est pas malade. Je me suis mise à pleurer, mes 2 autres enfants étaient à l'école et une nounou était partie les chercher. Et quand la nounou est arrivée à la maison, j'ai essayé d'être bien, de ne pas pleurer, mais ma cadette qui avait 3 ans et mon aîné en avait 9, elle a senti qu'il se passait quelque chose. Et elle m'a dit, maman, qui va mourir ici? Oh, wow. Ouais, 3 ans. Et mon fils aîné répond, Mandy, parce qu'elle s'appelle Mandy, mon fils s'appelle Samuel. Mon fils dit, Mandy, personne ne va mourir ici. Maman va partir en guerre. Et il est parti dans sa chambre, il a pris un bâton chinois, il faisait un art martial. Il m'a donné ce bâton. Il m'a dit, maman, tiens ton arme. Va chercher le médicament pour guérir Taylor sans savoir. Et guérit tous les enfants malades au monde. Oh, wow. Sont mes enfants. Mon mari était déjà dans le déni. Et mon mari m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a prise dans ses bras, il m'a regardé. On s'est vraiment regardé. Et à travers son regard, il a compris que je ne serais pas souvent à la maison. J'étais chef d'entreprise, on avait des boîtes de nuit, on avait plein de choses. À partir de là, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, je ne pourrais pas m'occuper de tout, de mon travail en tant que docteur morphopsychologue. Je ne pourrais pas m'occuper de tout, donc je vais devoir faire un choix. Et quelques temps plus tard, j'ai dit à mon mari, le choix est fait, on vend. Et je pars en guerre, effectivement. Mais quand mon fils m'a demandé de partir en guerre, 15 jours plus tard, j'étais déjà en Afrique, je cherchais. Et je cherchais, j'étais partout. Jusqu'à ce que l'Afrique, on me retourne vers la Caraïbe, pour qu'on me retourne vers la Guadeloupe, qui est tout près de la Martinique. C'est là qu'il y avait le vrai centre de compétences et de référence pour la France. C'est incroyable. C'était tout près de nous en Martinique. Et là, ils ont commencé à me former. Et moi, je suis quelqu'un qui comprend assez vite au niveau médical. Et j'ai appris très vite. Et c'est là que j'ai rejoint la PIPD, mon association. Est-ce que c'est là que ça a commencé votre parcours avec l'association? Quand je suis revenue en France, je me suis sentie prête, j'ai appelé une association, la première qui m'est tombée comme ça. C'était la PIPD. Et un monsieur m'a répondu, il s'appelait Claude Assaba, c'est un béninois. Mais je pleurais quand même. Il m'a dit, écoute, j'arrive. J'arrive. Et il m'a entendu parler, il m'a vu.
il m'a dit, on est là. Il me dit, regarde-moi, j'ai 52 ans. Je suis en vie. Je suis béninois. Et la maladie, c'est au Bénin où il n'y a pas de soins. Donc, ton fils vivra. Mais toi, j'ai besoin de toi parce que tu seras une très bonne porte-parole. Et c'est comme ça, je suis entrée en tant que porte-parole. Mais l'association était en sommet, il n'y avait pas d'argent. J'ai dit, bon, ben, il faut se servir de quelque chose. Donc, de mes mains, de ma plume, j'ai écrit un livre. Un recueil de poèmes qui s'est vendu à 10 000 exemplaires. Mais en 3 mois, j'ai tout donné à l'association. Si bien plus tard, quand on a vendu nos entreprises, mon mari a reversé une partie des ventes, des bénéfices quoi, à l'association, mais dans un premier temps, c'était ça. Et ce qui était formidable, c'est que toute la famille s'est sentie concernée. Les frères, les sœurs, les oncles, les cousines, tout le monde mettait de l'argent pour faire avancer cette cause et cette association. Et c'était un mouvement incroyable. Les gens ne comprenaient pas. Et même quand je passais à la télé aux Antilles, des personnes drépanocytaires, atteintes de drépanocytose, qui étaient dans le déni, qui avaient honte, me disaient, pourquoi tu vas parler de la drépanocytose? On a honte, il ne faut pas le dire. Comment une personne comme toi, tes parents sont connus, tu es connu? Ah, c'est là que je me suis dit, ah bon? Ça veut dire qu'il fallait pour la drépanocytose, pour la vaincre, une personne qui a une petite notoriété. Donc j'ai une petite notoriété, je vais la saisir encore plus. Et j'ai dit aux gens de dégager de ma route. Moi, je trace ma route. Si vous voulez me suivre, vous me suivez. Et moi, j'ai cette capacité à drainer, à faire venir des gens avec moi. On m'a dit que j'ai l'aura pour ça, je ne sais pas. Et c'est là que j'ai vu que j'entraînais un pays, dans un premier temps la Martinique, et j'entraînais aussi la France derrière moi. Et des grands professeurs. Et partout, on m'ouvrait les portes. J'ai dit, bon, ben, la drépanocytose a certainement trouvé cette personne qui va essayer de la combattre en France. Et voilà, je suis partie. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour que les gens se sentent concernés? Parce que c'est un truc que moi je me demande tout le temps. Comment faire que quelqu'un, par exemple, qui n'a pas rapport avec l'anémie falciforme ou la drépanocytose, qui soit intéressé à vouloir faire quelque chose? Comment vous avez pu faire pour réussir ça? Bon, déjà, je suis très observatrice déjà, c'est mon métier, je regarde des profils des gens, puis je vais raconter mon histoire. Ou partout, quand on m'a donné la chance de m'exprimer sur scène, parce que tous les amis, tous les animateurs, toutes les personnes qui faisaient des soirées me donnaient un petit quart d'heure pour parler de la maladie. J'ai sensibilisé les gens à travers les fêtes. Je n'ai pas cherché des choses larmoyantes pour les sensibiliser, mais les fêtes, le football, et tout. Et je racontais mon histoire. Et je leur disais toujours, j'ai une histoire à vous raconter. C'est l'histoire d'une mère avec son enfant. Je ne disais jamais que c'était moi. Et à la fin, je regardais la foule et je leur disais, ben, cette femme, c'est moi. Et là, on voyait les mouchoirs qui sortaient. Ça, on sait qu'on les a eus. Et après, ça m'a un petit peu starisée. Je suis devenue un petit peu une star, ce que je déplorais. Mais j'ai joué le jeu. Je ne pouvais pas faire autrement que de jouer le jeu. Les gens m'appelaient, mais comment tu fais, etc. Et donc j'ai joué le jeu. Vous savez que dans notre communauté, c'est toujours les maladies, on garde toujours ça tabou. Puis on ne veut pas en parler, on ne veut pas partager. Surtout pour l'anémie falciforme, la drépanocytose, c'est quelque chose qui est quand même assez tabou dans la Caraïbe et dans le continent, en Afrique, etc. Comment vous avez pu faire pour changer ce message de vouloir en parler, de vouloir partager cette histoire que vous avez? Non, mais déjà, je suis de formation, je suis psychologue. Je sais une chose, c'est que tout passe par la parole. Moi, je voulais tomber dans une résilience pour me guérir de ce mal-là, donc il fallait que je parle. On ne peut pas garder en soi un venin, il faut le cracher. Moi, dans ma formation, j'ai appris ça. Donc, en fait, mon travail m'a aidé, si on peut dire. Et puis, comme je l'ai dit, j'avais une petite once de notoriété déjà. J'étais la plus jeune chef d'entreprise en Martinique, femme. À 18 ans, j'ai créé mon entreprise et tout, et ma mère était connue. Donc j'ai dit, je vais surfer sur cette vague-là. Ma mère, elle connaissait énormément de personnalités importantes. Je dis, je vais surfer sur ça. On va me voir avec ces gens-là, je vais parler de la maladie de mon enfant, et ils vont voir. Et quand je disais, moi j'ai un enfant malade, n'importe qui d'entre vous pourrait avoir un enfant malade. D'accord? Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. La maladie est galopante. Et je leur disais, attendez, elle va rentrer sur vos toits, il ne vous restera que vos yeux pour pleurer. Parce que jamais j'aurais pensé que j'aurais un enfant avec une maladie héréditaire. Et je prends toujours sur moi, donc dans ma famille, etc. Et petit à petit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, il faut aller plus loin. Il faut aller chercher des stars, des vrais.
des footballeurs, des chanteurs, des hommes politiques. Et là, j'ai commencé à prendre mon téléphone et appeler les gens, des personnalités importantes connues mondialement, des grands joueurs de foot, tout ça. Comment vous avez pu faire pour que ces gens-là puissent endosser votre cause? Ben, moi, j'ai toujours un principe qui même me suive. Okay. Si tu tiens à moi, tu tiens à notre amitié, je ne te demande pas ton bras, je te demande juste un droit. Je vais voir l'autre, je vais lui demander un doigt. Je vais vers l'autre, on aura une main. Et puis je vais vers l'autre, on aura un demi-bras, etc. Et on va créer cette chaîne de solidarité. D'accord? Et là où j'ai encore plus drainé des gens, c'est quand j'ai été élue vice-présidente du CREFOM, le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, en charge des associations de santé spécifiques. Il y a 450 associations. Je les aidais à faire leur dossier de demande de subvention. Je vous aide, ma contrepartie, venez m'aider parce que la drépanocytose, ce n'est pas l'affaire de Jenny Hippocrate, c'est l'affaire de tout le monde. Et donc, en plus, j'ai cherché des interlocuteurs, des gens qui savaient parler et qui n'étaient pas des noirs, qui étaient des blancs, qui n'avaient aucune chance d'avoir la drépanocytose et qui disaient, pour ces personnes-là, nous, peut-être qu'on peut avoir la drépanocytose, on ne le sait pas. Parce que Jenny nous dit qu'il y a une drépano blanche et c'était vrai. Et c'est là que ça a commencé. Ah bon? Ça ne veut plus dire que c'est une maladie des Noirs. Ça ne veut plus dire que c'est une maladie des pauvres. Ça ne veut plus dire tout ça. Ah bon? Eh bien, c'est là que... Voilà. Et moi, tous les vendredis, je me déplaçais pour aller donner des cours à des amis. Je les réunissais autour de café. Voilà. Et on faisait ça autour de dîner. Et ils étaient là. Et puis, c'est vrai que les gens ils parlent d'aura. On a chacun notre aura. J'ai toujours une aura, sans prétention aucune, qui attire des gens. Même à travers mes ouvrages, j'ai écrit des livres à succès. Mes livres se sont vendus, j'ai donné tout l'argent à l'association. Les livres, même des gens qui n'ont pas envie de lire, ils m'ont dit, on a acheté ton livre parce qu'on sait qu'on va tomber dedans. Et à chaque fois, c'était pareil. Et les feedbacks, c'était, oh là là, quand j'ai commencé à lire ton livre, je ne pouvais pas le lâcher et tout. Et donc, les gens écoutaient et tout le temps, ils voyaient Jenny Hippocrate, Jenny Hippocrate, Jenny. Et puis après, l'arrivée des réseaux sociaux, les réseaux sociaux m'ont aidé. J'ai compris qu'il fallait être présente sur les réseaux sociaux. J'ai compris qu'il fallait parler aux gens, que on était dans une communauté, il ne faut pas de tabou et pas de langue de bois. Et ce que je pensais de celui-là, je lui disais, de tel homme politique, je lui disais, de tel footballeur, je lui disais, ouvertement, devant ma caméra. Et ça a encore fait ma notoriété. Alors il y en a qui dénonçaient, qui disaient, mais elle est folle celle-là, n'importe quoi, elle raconte des conneries, elle nous attaque et tout. Non, je n'attaque pas. Je dis la vérité. Parce que quand il faut applaudir, j'applaudis, mais quand il faut dénoncer, je dénonce. Et donc, tu as très bien compris, je te tutoie toujours, tu as très bien compris que je ne vais pas avec la langue de bois et que j'ai un caractère très fort et que je n'ai peur de rien sans prétention aucune. Moi, j'ai toujours dit, je n'ai peur que d'une seule chose, c'est d'avoir peur un jour. Le jour où j'aurai peur, ça veut dire que ma mission est terminée. Mais pour le moment, je n'ai peur ni de qui que ce soit, on est tous des êtres humains, ni de quel animal, je ne vais pas attaquer l'animal, il ne viendra pas m'attaquer non plus, et je trace ma route. Alors maintenant, si vous voulez m'aider, on est là ensemble, parce que moi, je peux vous aider sur autre chose. D'accord? Mais pour l'heure, on est dans un combat pour la vie. La drépanocytose n'est pas une couleur, mais une maladie. C'est pas que les Noirs, on est dans un connecting people. Personne ne sait qui est qui aujourd'hui. D'accord? Donc ça peut nous arriver. Donc vous venez avec moi, vous me suivez. Et vous me donnez un peu d'argent. Toi, tu gagnes 4 000 euros, donne-moi 100 euros par mois. Toi, tu gagnes 5 000 euros, donne-moi 200. Et c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai pu faire avancer l'association. Parce qu'il n'y a pas de subvention de l'État. L'État français nous ignore. Pourquoi? Ils sont des racistes. Ils sont des racistes. Une ex-ministre de la Santé française avait dit « la maladie n'est pas rentable ». Quand on parle de rentabilité, oui, ça veut dire qu'on nous étale sur le seuil de la rentabilité et on nous place dans la rubrique des chiens écrasés. Je n'en veux pas. Alors je te fais ravaler ta salive là. Tu ne me dis pas ça et tu ne me cherches pas. J'ai dit bon, ben dans ce cas-là, je vais porter plainte contre la France pour, premièrement, discrimination, voire ségrégation raciale. Tu fais une demande au ministère de la Santé, on te retourne au ministère des Outre-mer, d'accord? Aussi, pour... c'est-à-dire la France a bafoué l'article 1er de la Constitution. Les hommes naissent égaux et libres. Donc la France est hors la loi. Donc on va essayer de prouver ça. Ça nous a pris 18 ans. Mais on est sorti du ciblage. 18 ans. 18 ans de combat. À chaque gouvernement, parce qu'il y a eu plusieurs gouvernements. Ça vous a donné quoi? Eh ben, figure-toi qu'on n'a pas gagné pour les Noirs. Tous les Noirs sont dépistés en France à la naissance. Aux Antilles, même les béquets sont dépistés.
En France, les blancs ne sont pas dépistés. Soi-disant, les blancs foncés de souche. C'est pour eux que je me suis battue. Parce qu'il y a des blancs qui ont la drépanocytose. Et ils n'avaient pas compris ça. Alors, j'en profite pour remercier la présidente de la région de France, Valérie Pécresse. Elle l'a dit, Jenny ne se bat pas pour les Noirs. Ce n'est pas une communautariste. Elle se bat pour nous. Alors, ne venez pas parler de la thèse du grand remplacement des Noirs, etc. Puisqu'on en a parlé. Parce que quand la ministre avait sorti ça, l'extrême droite avait saisi l'occasion pour parler de la thèse du grand emplacement. C'est du n'importe quoi. Tu vois ce que j'ai souffert et ce que j'ai dû endurer. Mais je suis le roseau, je ne plie, je ne casse pas. Et je peux te dire une chose, jusqu'à la journée d'aujourd'hui, c'est compliqué. Mais jusqu'à la journée d'aujourd'hui, on arrive à s'en sortir. On arrive à s'en sortir. Parce que j'ai la foi. J'ai foi en moi et j'ai foi en quelqu'un, une positivité de là-haut. Maintenant, on verra, advienne que pourra. Je sais qu'on doit conclure, mon temps est court. Avant de conclure, je voulais savoir quelque chose. Comment ça s'est amené pour que vous allez faire du dépistage en Afrique, votre travail que vous allez faire en Afrique, parce que vous n'avez pas juste travaillé dans la Caraïbe, vous avez été en France, vous êtes en France, vous êtes déjà en France, mais vous avez travaillé aussi en Afrique. Comment vous êtes retrouvés en Afrique? Alors en Afrique, évidemment, c'est par des connexions, hein, des gens des appels au secours, et on a rejoint des associations et aussi les premières dames d'Afrique qui nous ont beaucoup aidés dans le temps. Depuis 2002, les femmes des présidents nous ont beaucoup aidés. On a fait l'appel des premières dames à l'UNESCO, etc. Donc je commence à être connue en Afrique. Pas forcément en Afrique aussi, hein, même l'océan Indien, un peu partout dans le monde, surtout beaucoup en Europe, en Grèce, en Italie et aussi toute l'Afrique du Nord. D'accord? Et moi, c'est des connexions, c'est des relations, c'est des gens que je connais parce que, comme j'ai dit, j'ai quand même une expérience assez importante au niveau professionnel, etc. mondial. Hein, donc du coup, voilà, les gens, ils venaient et à partir de là où j'ai commencé à aller faire les états des lieux des pays. Et après ça, j'ai soutenu un mémoire de DU, de diplôme universitaire, sur l'accompagnement de l'enfant drépanocytaire en provenance d'Afrique, l'aspect socioculturel et la symbolique du sang. Je suis la seule à avoir fait ça au monde. Et pour ça, j'ai dû voyager dans 17 pays pour questionner les tradipraticiens, les marabouts, les familles et tous les gens qui ne voulaient pas répondre, les églises du réveil. Et tous ils m'ont répondu, tous j'ai eu un accueil chaleureux. Aujourd'hui en Afrique, tout le monde m'appelle Maman Jenny. Et là, on essaie de récolter des fonds à chaque fois et je retourne pour faire le dépistage sur les terrains. Avant de quitter, pour conclure, je voulais savoir si les gens veulent rentrer en contact avec vous, comment on peut rentrer en contact avec vous? Soit sur les réseaux sociaux, oui, mais au téléphone, qu'est-ce que vous voulez partager? Ben, on peut, donc sur notre site déjà, on a un site apipd.fr, Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Moi, les gens, personne ne reste sans une réponse, même si je prends 15 jours, parce que des fois je reçois 3-4 000 mails par mois, mails, messages, etc. Donc il faut décrypter. Alors des fois je ne réponds pas longuement. Oui, ça va, bon, ma secrétaire va reprendre contact avec vous, etc. Donc les réseaux sociaux de l'association APIPD, DREP Action. Et là, nous avons 7 personnes qui s'occupent de ces réseaux-là. Donc tout le monde a une réponse. Alors quand les gens disent il n'y a pas de réponse, ça veut dire qu'on n'a pas écrit à la bonne personne. Ça, c'est clair. Et Adiza est responsable et notre informaticienne. C'est quoi l'appel à l'action que vous pouvez donner aux gens qui nous regardent? Alors déjà, les jeunes en âge de procréer, ça c'est notre cible. Faites-vous dépister. Un homme averti n'en vaut pas 2. Un homme averti en vaut 50 millions. D'accord? Quand on connaît son ennemi, la bataille est à moitié gagnée. D'accord? Quand on sait qu'on est porteur de la drépanocytose, même si on a un conjoint, une conjointe porteur ou porteuse, on sait ce qu'il faut faire. Moi, c'est pas à moi de donner ces leçons de vie aux gens. C'est à eux de savoir ce qu'il faut faire. Mais ils sont déjà avertis. Et si malgré tout, il faut un enfant malade, mais ils sauront qu'un enfant malade, donc il y a une bonne prise en charge. D'accord? Dans un premier temps, c'est se faire dépister les jeunes et en parler autour de vous. Tout passe par la parole. Tu sais, on va semer un grain. Le grain, il va pousser, il va faire un arbre, il va faire encore des fruits, il va refaire des grains. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut aussi motiver les gens. D'accord? Une seule personne peut influencer toute la planète. Une seule personne.
si on se donne les moyens de le faire. Moi, je suis du style, je ne veux pas de la loi de l'attraction négative. Moi, je suis positive. Je ne suis pas là à me dire, oh, celui-là est malade, je me lave les mains comme l'a fait Ponce Pilate. Non. Ou adopter la posture des 3 petits singes. Non. On va dans un combat qu'il faut gagner. Et le combat, il est rude, mais ce n'est pas contre l'homme, c'est contre une maladie. Donc, il faut qu'on soit côte à côte et non pas face à face. Parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup d'associations aussi qui sont jalouses les unes. Ah oui, alors qu'on on ne doit pas être face à face, on doit être côte à côte. On doit aller main dans la main. D'accord? Parce que c'est ensemble que nous sommes plus forts. Et si aujourd'hui, j'arrive avec mon équipe à gagner, parce qu'on est quand même 20 000 bénévoles passés sur le terrain, 78 antennes, c'est parce que les gens ont compris l'esprit de groupe. L'esprit de groupe et que te dire, oui, Jenny, elle peut arriver toute seule, mais c'est avec tous ensemble qu'elle va pouvoir vaincre la drépanocytose. On ne va jamais éradiquer la drépanocytose. Je ne veux pas entendre ce mot-là. On ne va pas pouvoir l'éradiquer, mais on peut la faire reculer. On peut la soigner. On peut aussi donner une meilleure qualité de vie aux gens qui ont la maladie. Voilà. Si on peut donner une meilleure qualité de vie aux gens qui ont la maladie, c'est déjà une partie de gagner. Pour le futur, pour les gens qui peuvent avoir comme genre, pour les génétiques, comment on dit ça, gene therapy. Ouais, la thérapie génique, tout ça, oui. Pour tous ces thérapies futures, ben on a une chance de pouvoir réduire le nombre de personnes qui vont être malades, mais je ne pense pas que ça peut être éradiqué. Non, on ne peut pas, parce qu'il faut tuer le moustique, il faut tuer le paludisme et tout. Mais tu sais ce qui me motive aussi? Ouais. Mon fils m'avait dit à l'âge de 12 ans, parce qu'il a fait 2 arrêts cardiaques, 15 syndromes thoraciques aigus. À 12 ans, quand il est sorti d'une crise, il est revenu à lui, il était dans le coma, il m'a dit, maman, ce n'est pas la mort qui me fait peur. Je ne crains pas la mort. La mort, c'est une maladie qui tue. Ce qui me fait peur, maman, c'est le fait de ne pas vivre assez longtemps pour te démontrer ce dont je suis capable de faire. Ça veut dire que mon fils, il me fait confiance, donc je dois lui faire confiance. Et je dis, la confiance que j'ai en toi, c'est que tu dois vivre, devenir adulte et que je sois grand-mère. C'est cette confiance que je passe en toi. Et il m'a dit, maman, laisse-moi vivre ma vie, même si tu es là pour surveiller. Aujourd'hui, mon fils, c'était l'un des plus jeunes pilotes en France. À l'âge de 16 ans, il pilotait, écrivain, il a 5 entreprises, il travaille avec la Chine, il fait de l'innovation technologique. Et comme je l'ai dit lors de la conférence, son nom est gravé sur un médaillon que la NASA a déposé sur Mars au nom de tous les malades qu'il a dit après. Hein, Taylor, il a dédié ce médaillon aux malades. Donc quand on a un fils comme ça, qui prend soin de vous, mon fils, il prend soin de moi. Quand je suis fatiguée, il me dit, maman, va te reposer et je ne veux pas te voir avec n'importe quel vêtement, tu as toujours été élégante, va te maquiller, va te reposer. Ben, je lui dis, comme tu aimes me voir élégante, tu aimes que je me repose, mais moi aussi je voudrais que tu sois élégant et que tu te reposes. Tu prends soin de moi, moi je prends soin de toi. Et on fait un binôme extraordinaire et mon fils est devenu l'ambassadeur international de la lutte contre la drépanocytose. Merci beaucoup, Jenny, ça a été un plaisir. J'espère qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de temps pour pouvoir discuter encore plus, mais pour les gens, s'il vous plaît, allez voir sur l'internet qui est Jenny Hippocrate. Vous allez être ravis. Merci. Merci à toi. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup de nous écouter ce soir. Passez une bonne fin de journée. On vous regarde à la prochaine épisode. Merci. Bye.